Je ne vois pas un homme qui a le souci de son peuple. Je vois plutôt un manipulateur par le langage, par les mots, mais pas quelqu'un qui a avant tout le souci du peuple. Salut et bienvenue dans Pas d'amalgame, l'émission on traite de sujets de société qui secouent Israël et en ce moment difficile d'échapper aux manifestations anti-Binyamin Netanyahou. Printemps israélien pour les uns, agitation de quelques groupuscules d'anarchistes ou d'extrême gauche pour les autres. Les manifestations actuelles contre le Premier ministre font en tout cas parler et creusent, s'il en était besoin, encore un peu plus le fossé gauche-droite qui divise particulièrement ce pays. Pour en parler avec moi, Nelly Soussan, bonjour. Bonjour. Nelly, vous êtes venue il y a 10 ans avec vos enfants par sionisme. Dites-vous, vous votiez comme un grand nombre de Français Binyamin Netanyahou. Aujourd'hui, vous ne votez plus pour lui et vous soutenez les manifestations qui se déroulent aujourd'hui dans la rue, qui appellent pour la plupart des manifestants à son départ. Et vous allez nous expliquer pourquoi. À ma droite, Michael Lev, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bibiste convaincu, arrivé il y a 24 ans en Israël. Vous étiez au Bétar, en France, déjà. Et vous êtes aujourd'hui membre actif et de plus en plus actif du Likoud. Oui. Et vous allez nous donner votre avis sur ces manifestations. Alors, je voudrais que l'un ou l'autre, peut-être Nelly qui soutenait ces manifestations, vous nous disiez ce qui lie tous ces mouvements, parce que ces manifestations, on voit des images derrière nous, c'est un grand nombre de mouvements différents. C'est quoi leur dénominateur commun ? Est-ce que c'est le départ du Premier ministre ? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est le postulat que vous avez fait au départ. Moi, je ne l'aurais pas défini comme ça. Je voudrais aussi préciser que moi, je ne défends pas la gauche. Si je devais me définir, je me définirais plutôt comme centre-droite. Mais je pense que ce qui a fait que le mouvement a pris de l'ampleur, c'est le sentiment, finalement, d'avoir un Premier ministre qui n'est plus à même de gouverner le pays comme il faut et qui a beaucoup déçu. Qui a énormément déçu son peuple, qui l'a même choqué dans un moment où ce peuple qui n'a pas l'habitude d'attendre quelque chose du gouvernement, d'habitude, pour une fois, elle n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers lui parce qu'il a exécuté la demande de confinement qui était du bon sens. On est sur fond de crise du corona, voilà, évidemment. Et pendant les 2 mois qui étaient des 2 mois qu'ils ne pouvaient pas perdre, ils ont vu un Premier ministre qui s'affairait à tout sauf à eux. Et notamment à obtenir des réductions d'impôts, bref, à tout. Alors, vous êtes en train de dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand même, ce que demandent les manifestants, a priori, c'est le départ de Binyamin Netanyahou. Alors, oui, je pense qu'on peut dire que dans la masse, c'est le départ, oui. Mais je crois surtout que ces manifestations, c'est un gros cri d'angoisse. Un cri d'angoisse, de détresse, pas seulement financière, mais aussi une grande peur pour la démocratie. Et moi, personnellement, c'est ce qui me mobilise le plus autour de ces manifestations. Et on pourra y revenir. Ok. Michael, alors vous comprenez pas. C'est quoi pour vous ces manifestants ? C'est quoi ? C'est des anarchistes, c'est des dangereux extrémistes d'extrême droite ? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation, pour ce dialogue. Bien évidemment, je comprends l'angoisse, la peur, la faim, mais il y a des leaders qui tirent les ficelles derrière, qui se servent de cette angoisse pour finalement avoir un objectif politique qui est clair, qui est celui de... non pas par les urnes, parce que ce n'est pas possible par les urnes, de renvoyer Binyamin Netanyahou. 3 mois après que le gouvernement a été formé, nous sommes 3 mois après que le gouvernement a été formé, et cela n'est pas acceptable. Alors, on va revenir sur le point sanitaire, ni sur la légitimité sur le point démocratique. Je voudrais ajouter aussi une chose, je n'accepte pas, et nous n'acceptons pas, les revendications violentes, ces appels à la haine, au crime de sang. Et il ne s'agit pas ici de se battre pour la démocratie, mais il s'agit ici, par ces manifestations, d'utiliser
le droit à la manifestation, qui est un outil démocratique que tout le monde reconnaît, qui est un droit naturel, de se servir de ce droit-là pour des raisons coercitives. Je vous arrête parce qu'il y a un élément important ici. Il y a des éléments de langage qui sont employés par la droite dans ces manifestations. On entend que les manifestants sont instrumentalisés par des groupuscules qui ont des intérêts politiques, et on entend qu'ils sont violents. Ça, c'est deux éléments de langage qui distinguent vraiment la gauche et la droite dans l'analyse de ces manifestations. Nelly? Écoutez, moi, je sais que je ne suis pas payée, ma fille non plus, qui va à toutes les manifestations. Et je pense qu'on est très nombreux à ne pas être payés. Je pense que dire ça, c'est une insulte horrible vis-à-vis des manifestants qui vont avec une réelle angoisse, comme je dis, avec même plusieurs angoisses multiples. Qu'il y ait des mouvements à l'intérieur qui peuvent recevoir des fonds, comme tout grand mouvement d'ampleur sociale, c'est un agrégat de différentes composantes, certaines plus extrêmes que d'autres. Moi, je ne pense pas faire partie de la frange des extrêmes. Je n'ai pas de haine envers Netanyahou. Je peux même dire que je lui reconnais, moi qui travaille dans la high-tech, je lui reconnais beaucoup de bonnes choses. Je sais aussi ce qui anime les électeurs de Benjamin Netanyahou sur le fait qu'il a, à leur sens, redonné un sens de la fierté d'un État juif vis-à-vis notamment de l'étranger, etc. Donc Netanyahou a fait beaucoup de choses pour le pays, mais ce que je vois aujourd'hui de l'homme, ce qui m'apparaît, maintenant que j'ai 10 ans d'Aliyah derrière moi, que j'ai pu aussi, maintenant que j'ai la langue qui m'a permis de voir beaucoup d'images d'archives, beaucoup de documentaires, et puis que je l'écoute, je l'entends, je vois ce qu'il fait, surtout en ce moment, plus je le vois agir, plus ça m'horrifie. Et c'est pas personnel. Ça serait quelqu'un d'autre que Bibi, j'aurais la même réaction. Michael, vous comprenez pas en fait qu'on puisse revendiquer plus de démocratie pour quelqu'un qui a été démocratiquement élu, tout bêtement. Oui, maintenant, à nouveau, comme j'ai dit, parce qu'on les entend, ces manifestants, ils veulent plus de démocratie. À nouveau, ces manifestations, elles existent dans le monde entier du fait de la crise sanitaire et de la crise économique et sociale grave et sans précédent, et de la récession que nous connaissons. Et cette souffrance, finalement, c'est un exutoire. C'est un exutoire. Le problème, il est quand on entend des appels au meurtre du Premier ministre. Alors, tout ce que vient de dire Nelly est tout à fait en démocratie, est tout à fait légitime dans le cadre d'un débat démocratique sain. Et je n'ai pas à revenir là-dessus. Je n'ai pas à débattre là-dessus. C'est son point de vue, je le respecte. Maintenant, ce que je ne respecte pas, ce sont les appels au meurtre contre le Premier ministre, contre sa famille. Et ça, c'est dangereux. Et je demande aux gens de se calmer. Alors, est-ce que la droite n'agite pas le torchon Rabin, Nelly, en mentionnant ces appels au meurtre ? C'est super intéressant parce que dans les reportages que j'ai vus sur Bibi, j'ai vu justement ce qui s'est passé avant l'assassinat de Rabin et après l'assassinat de Rabin. Je précise avant de parler, parce que je sais que nos auditeurs sont sensibles sur ce sujet. Je pense que Rabin a fait une erreur. Je pense que Oslo, c'était une erreur. J'en veux à Rabin de ne pas avoir écouté ses conseillers. Vous étiez une vraie bibiste. Vous étiez une vraie femme de droite avant de changer de Bibi. Même encore maintenant que j'ai évolué, je continue à penser que Rabin a fait une erreur, que c'est grave qu'il n'ait pas écouté ses conseillers qui lui disaient le double langage d'Arafat, etc. Mais, donc, une fois qu'on a dit ça, j'ai vu ce qui s'est passé avant Oslo, j'ai vu ce qui s'est passé après, et aujourd'hui, je vois Bibi faire exactement ce dont il se plaignait qu'on lui faisait à l'époque. C'est-à-dire se victimiser en disant qu'on appelle à la haine, etc. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui ont la haine de Bibi, etc. Maintenant, ce que je vois du mouvement, c'est autre chose. Je pense que justement, ce qui est très grave de la part de Netanyahou, c'est d'essentialiser ce mouvement. C'est une insulte, encore une fois, à tous ceux qui ont des craintes réelles et fondées et qui argumentent. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, justement, c'est que Netanyahou
il répond pas sur le fond aux arguments, aux reproches qui lui sont faits. Il préfère démoniser les manifestants en les essentialisant, en prétendant qu'ils sont tous de gauche. Du coup, moi, je passe pour une personne de gauche. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, justement. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, ce que je trouve très grave, c'est que, alors que Michael a dit il faut l'unité du pays, il tient un double langage. Netanyahou, il dit il faut l'unité du pays, mais d'un autre côté, et il parle aux gens en disant Ezrachei Israël, citoyens d'Israël, mais d'un autre côté, il passe son temps à démoniser une partie de la population et en leur accolant des adjectifs de bogdim, anarchistes, des gens qui sont emplis de haine. Moi, pour l'instant, celui que je vois qui a la haine, c'est lui, c'est pas les... Alors, est-ce que, en fait, ce qui n'est pas reproché derrière tout ça aux manifestants, c'est une espèce de dédain des gens qui seraient considérés comme l'élite, parce qu'il faut le rappeler qu'en Israël, la droite et la gauche, la droite représente plutôt les classes populaires et la gauche plutôt l'élite, dit-on, et les Ashkénazes. C'est comme ça que la société se divise un petit peu. J'étais pas au courant que je suis séfarade, mais bon. Vous savez ce que je veux dire, je n'invente rien. Est-ce qu'on n'est pas en train de reprocher à la gauche une espèce de dédain pour Benjamin Netanyahou et surtout pour ses électeurs qui est en train de se cristalliser comme ça autour des manifestations? De dédain pour eux et pour leur vote. Alors, Netanyahou, il n'a pas été élu par la majorité de la population. D'ailleurs, il n'a pas été élu. Il a fini par réussir à former un gouvernement. Il a 25% de personnes qui ont voté pour lui, mais par les lois du système proportionnel en Israël et démocratique, il a fini par réussir à former un gouvernement. Donc, après... le combat politique, mais au sens noble du terme, c'est pas du dédain, c'est simplement des avis différents. Moi, pour l'instant, ce que je vois encore une fois, quand j'entends justement les discours des bibistes, avec justement les mots accolés automatiques de bogdim, anarchiste, prêcheur de haine, etc., c'est très pervers comme processus, parce que ça témoigne de la haine. D'essentialiser les gens comme ça et de venir justement, c'est ça qui incite à la haine, parce que qui aime les bogdim, qui aime les anarchistes, qui aime les gens emplis de haine, mais qui demande à un Premier ministre élu de quitter le pouvoir? Il n'a pas été élu, encore une fois, et même si quelqu'un est au pouvoir, le Hamas, il a été élu démocratiquement. Donc, c'est pas parce qu'on a été élu démocratiquement qu'on peut pas faire des choses qui sont graves. Depuis qu'il a formé son gouvernement, il a fait finalement le contraire de ce pourquoi il l'a formé. En grande partie, il s'est contredit à bien des égards. Il voulait Gantz dans le gouvernement. Aujourd'hui, il dit que c'est de la faute du fait que Gantz est dans le gouvernement qu'il faut rompre le gouvernement. Voilà, il devait s'occuper de la crise du corona. On l'a vu là, il s'en est occupé réactivement au final, post-formation du gouvernement, etc. Donc, mais surtout, moi, ce qui me soucie, si je devais dire en un mot, c'est que je ne vois pas un homme qui a le souci de son peuple. Je vois plutôt un manipulateur par le langage, par les mots, mais pas quelqu'un qui a avant tout le souci du peuple. Et il a le souci de ce que lui appelle le peuple, qui sont ses électeurs. Aham bocher bebibi. Le peuple choisit Bibi, le peuple, c'est 25% des gens. Alors, si le peuple, c'est les 25% de bibistes, on a un problème. Nous sommes dans un scrutin à la proportionnelle. Jamais, ou peut-être une fois, non, jamais un Premier ministre n'a été élu avec un parti majoritaire à la Knesset. Il a toujours dû former une coalition avec d'autres partis. On a eu souvent en Israël, à plusieurs reprises, des gouvernements d'union nationale parce que le peuple n'a pas tranché. Nous avons eu 3 fois de suite des élections, le peuple n'a pas tranché, des pourparlers ont eu lieu, Gantz a choisi de scinder son parti en deux, même s'il ne représente que 15 députés, on a Benjamin Netanyahou a créé avec Gantz un gouvernement paritaire, même si Gantz est minoritaire. D'accord ? Ce gouvernement ne fonctionne pas. Trop de ministres, trop d'administratifs, donc trop de gâchis, pas d'entente,
un mariage forcé, et on s'est rendu compte que le gouvernement transitoire fonctionnait beaucoup mieux que le gouvernement actuel, certes, mais aujourd'hui, je le dis, je le répète, on arrête. Aujourd'hui, si Binyamin Netanyahou sort dehors tout seul, il se fait assassiner. C'est un fait. Vous pensez sérieusement que maintenant... C'est une évidence. C'est une évidence. C'est parce que... Est-ce que ceux qui attisent la haine, ce sont ceux qui manifestent ou ce sont ceux qui promettent que Bibi va être assassiné s'il sort dehors tout seul? Non mais attendez. Le nombre d'appels au meurtre, le nombre d'appels à la haine, il est sans arrêt. Donc il faut se calmer. On a, je le rappelle, une crise sanitaire. On ne sait pas quand elle va s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que dans un an, aujourd'hui, apparemment, on sera encore dans le Covid-19. Est-ce que vous reprochez aux gens de manifester? Je reproche à des groupes qui sont financés par l'Europe, comme le Keren Israël Hachadasha, New Israel Fund, de mener les... C'est quoi ces groupes? C'est-à-dire que... Ça, c'est un fonds qui a plusieurs associations antisionistes en Israël, d'accord, et qui agit de manière très coercitive contre l'intérêt même du peuple juif et de l'établissement d'un foyer national juif en Israël, d'accord. Okay. Aujourd'hui, ils tirent les ficelles de personnes honnêtes comme Nelly et d'autres manifestants qui ont, oui, le droit de manifester, mais ils se font manipuler, et celle qui se fait manipuler ici, ma chère Nelly, c'est toi, c'est pas moi. D'ailleurs, la preuve, dans ces manifestations, nous avons des personnalités comme Ayman Odeh, de la liste arabe unifiée qui sont clairement contre l'État juif, qui ne reconnaissent pas le droit aux juifs à l'autodétermination, d'accord? Et nous avons sans arrêt des appels, je le dis bien, des appels au meurtre. Alors, on se calme. Vous êtes en train de dire que ces manifestants... Aussi, je rajoute que le droit de manifester et de se regrouper, c'est un privilège qui est donné à ceux qui veulent manifester. Vous êtes en train de dire que ces manifestants sont antisionistes? Non. Par contre, on ils voit sont des drapeaux manipulés. d'Israël partout. Par contre, ils sont manipulés par des groupes qui ont des intérêts antisionistes. Je tiens aussi à souligner aux auditeurs et auditrices que Nelly et moi, nous avons finalement quasiment la même vision sur Israël, à la fois juive, à la fois libérale. D'accord ? Là, c'est juste en fait qu'on se retrouve finalement sur un autre côté de l'échiquier politique. Est-ce que puis on va redonner la parole pour des raisons finalement, à Nelly. Pour des raisons de savoir contre Bibi ou pas contre Bibi. Mais on s'en fiche de Bibi, pas contre Bibi. Aujourd'hui, je vous dis, dans un an, on sera encore dans le Covid, il y aura encore plus de pauvres. Faut arrêter. Nelly, vous parliez de la personne de Bibi qui utilise son pouvoir pour ses intérêts personnels plutôt que pour le peuple, c'est ce que vous nous disiez. Vous parliez aussi de choses graves qui pourraient faire qu'il serait contre la démocratie, parce que tout le monde a ce mot à la bouche, démocratie. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pris comme décision, Bibi, qui vous semble antidémocratique? D'abord, je veux répondre à Michael sur ce qu'il vient de me dire, parce que je pensais que tu avais plus d'estime pour moi et pour mon intelligence. J'ai écrit ce matin à une amie: je suis un esprit libre et indomptable. Okay. Il faut beaucoup de courage pour quelqu'un comme moi. Et d'ailleurs, cette amie, elle est comme moi, c'est une ancienne likoudnik qui est dans les manifestations, très active. Il faut beaucoup de courage pour des gens comme moi pour marcher sur la crête sur laquelle on marche. Parce que moi, je viens de France, j'étais très active dans la lutte contre l'antisémitisme, l'antisionisme et toute la rhétorique de la nouvelle judéophobie. Je sais comment nos ennemis s'arriment sur la critique de Netanyahou pour démoniser le peuple tout entier, justement, parce qu'eux croient que c'est le peuple entier qui choisit Bibi. Et donc, avant d'oser assumer mes convictions, il m'a fallu du courage. Maintenant, justement, qu'est-ce que je lui reproche ? En fait, je me rends compte vraiment
Et vraiment, c'est mon avis personnel, c'est un avis que je me suis forgé en mon âme et conscience. C'est, encore une fois, il ne défend pas le peuple. Et comment on le voit ? Effectivement, en ce moment, il est beaucoup plus occupé à empêcher son procès. Son obsession, c'est d'empêcher que son procès ait lieu. Du coup, tout est centré par rapport à ça. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle il a été à l'ouest pendant les 2 mois où il aurait dû s'occuper de la crise du corona, parce qu'il était plus s'occuper, justement, ces problèmes de Beth Mishpat, etc. Je voudrais répondre à cet argument, parce qu'il y a des problèmes, on en a parlé justement avec Mickaël à l'époque, il y a des problèmes dans la police, il y a des problèmes dans la justice, il y a des problèmes avec Mishpat, il y a des problèmes partout en Israël. Mais c'est pas un Premier ministre qui est accusé de corruption qui peut et qui doit s'occuper de les résoudre parce qu'il est juge et partie. Or, c'est justement ce qu'il reproche à la Cour suprême. Je suis désolée, on n'a plus beaucoup de temps. Ça, c'est sur les problèmes privés, j'ai envie de dire, de Binyamin Netanyahou, sur les décisions qu'il a prises que vous considérez comme graves et antidémocratiques. Il y a déjà ce que Amir Ohana a fait, c'est-à-dire que dès qu'il est arrivé, il a demandé, il a dit « je vais faire du ménage dans la police ». Il a demandé la tête des hauts dignitaires de la police, enfin des Bechirim, qui ont osé se défendre des accusations de Bibi, comme quoi ils avaient mal fait l'enquête. Ensuite, Ohana, justement, il a le lendemain du 14 juillet, il a dit ouais, on incite à la haine de Bibi, etc. La police est beaucoup trop complaisante avec les gauchistes, donc tous les manifestants sont des gauchistes. Et je vais nommer un nouveau chef de la police qui va mettre de l'ordre là-dedans et qui va être beaucoup plus dur avec les gauchistes. Il a fait l'application. Ça veut dire il était obsédé par l'application du Shabbat, la loi du Corona. La fameuse loi Corona, elle est gravissime, elle permet justement d'instrumentaliser la crise du Corona pour se donner les pleins pouvoirs et passer la Knesset. Alors c'est ça le vrai problème, parce que on peut parler du procès de Bibi, de la corruption, mais c'est utiliser le Corona pour pouvoir tracer les gens, les téléphones. J'ai pas dit je pense que le problème de cette loi, c'est que justement tout de suite, elle met la suspicion sur la façon dont il gère la crise du corona, puisqu'il dit, s'il y a une crise corona, je peux décréter qu'il y a un état d'urgence corona et ça me donne quasiment les pleins pouvoirs. Un mot là-dessus et puis on va devoir conclure, je suis désolée. 2 points. Premièrement, les électeurs ont voté ce qu'ils ont voté. Moi, j'ai voté Likoud en sachant que Binyamin Netanyahou est inculpé. J'ai voté pour Binyamin Netanyahou aux primaires du Likoud en sachant que Binyamin Netanyahou était inculpé. Et enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi l'autre point ? Les décisions, le tracing et la loi d'urgence Corona. Il faut comprendre que la gouvernance dans un état d'urgence n'est pas la même gouvernance que dans un état qui n'est pas un état d'urgence, qui est un état, on va dire, régulier, normal. Un état de guerre ou un état aujourd'hui, comme on a avec le coronavirus, de graves crises sanitaires, nous impose en fait de limiter les droits naturels, les droits fondamentaux, et c'est finalement le coronavirus qui nous impose une réaction comme quand on est en guerre. C'est une possibilité, et en France, ils n'ont pas décidé d'aller tracer les téléphones. C'est une possibilité. On peut décider de limiter les libertés fondamentales au nom de la protection de la santé. Oui, maintenant je rappelle que c'est le Shabak, donc la sécurité intérieure, qui a fait ce traçage téléphonique. Ce ne sont pas des sociétés qui sont privées. D'accord ? Donc, les intérêts... non, mais on ne sait pas ce qui est surveillé, on ne sait pas comment ça va être utilisé. De chaque personne, si on le sait justement, sont gardés. Nous sommes en état de crise grave, de guerre en fait, finalement, comme en guerre. Nous sommes en guerre contre le corona. Nous sommes ensemble. Donc ça justifie ces lois d'urgence. Je suis désolée, on va devoir arrêter, on a déjà été un peu long. Merci beaucoup Mickaël, merci à Nelly Soussan d'être venue jusqu'ici, et puis on va voir ce que ça donne.